Les petits paliers et la pico-promotion. Nous le savons, pour lutter contre l'étalement urbain, il faut densifier les villes et les espaces déjà urbanisés. Mais dans les faits, c'est plus facile à dire qu'à faire. Les habitants sont souvent réfractaires aux projets de densification, craignant de voir sortir de terre de grands immeubles qui viendraient dénaturer leur quartier pavillonnaire. Pourtant, il existe de nombreuses façons de densifier tout en s'insérant dans le tissu urbain déjà existant. Aujourd'hui, je rencontre Claire Lucas, co-gérante de Aubercaille, une entreprise de pico-promotion immobilière, et Xavier Patriarche, architecte urbaniste à l'atelier Kayak. Dans cet épisode, Claire et Xavier nous emmènent visiter le projet de 5 logements collectifs, les Petits Paliers, à Chambéry. C'est l'occasion de découvrir ce qu'est la pico-promotion, les clés de réussite de ce type de projet, mais aussi de nouveaux modes de vivre ensemble. Je suis Sylvain Grisot, urbaniste fondateur de Dixit.net. Bienvenue sur notre podcast qui donne la parole à celles et ceux qui font la ville. Abonnez-vous à notre newsletter et retrouvez toutes nos publications sur Dixit.net. Et bonne écoute. Une ville en pleine expansion. Les transitions à mener s'accumulent. L'énergie, l'agriculture, les mobilités. Monsieur l'administrateur délégué, vous êtes chargé de l'attribution et de la répartition des logements. Comment la situation se présente-t-elle ? C'est une contribution au débat sur l'artificialisation des sols et les questions d'étalement urbain. On a privilégié la machine, la matière et l'énergie par rapport à l'être humain. C'est pour ça qu'on ne recycle pas bien les téléphones. And then perhaps the defining trend of the 21st century is population growth. On a une responsabilité sur l'épuisement des ressources et une responsabilité sur la perte de biodiversité. Chaque échec va permettre la prochaine fois de faire mieux et chaque échec est autant instructif qu'un succès. Des projets d'urbanisme qui sont indispensables du fait d'une circulation toujours plus intense. Ce plan est un plan que le public n'a pas pu venir voir. Il s'agit du plan de sauvegarde demain. Si on est une grande part du problème, on est forcément une grande part de la solution. On va peut-être couler moins de béton et miser plus sur l'intelligence et finalement changer de matière grise. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors, est-ce que déjà je peux vous laisser vous présenter ? Donc moi, je m'appelle Claire Lucas, je suis co-gérante d'une structure qui s'appelle Aubercaille Pico Promotion Immobilière avec Sarah Cohen. Oh là là là, Paysagiste de formation. Aubercaille, pico-promotion. On fera les sous-titrages après. Moi, c'est Xavier Patriarche, je suis architecte urbaniste au sein de Kayak Architecture. C'est un atelier d'architecture que j'ai cofondé avec mon épouse. Et donc là, on est dans le jardin partagé d'une opération qu'on a conduite avec Aubercaille et qui s'appelle les Petits Paliers. Mais Xavier, architecte, expliquera pourquoi on a décidé de ce nom. Et donc, on est à Chambéry, dans le quartier Mérande, dans un quartier très... avec une grande tour là qu'on voit, mais aussi un vieux moulin qui a été rénové, une construction des années 70 en face. Et on est sur un terrain qui nous a été vendu par une association qui était propriétaire du parc à côté, et donc qui sont les voisins de l'opération. Et ça, c'est pas anodin. D'accord, alors on va essayer d'expliquer un peu et de faire comprendre tout ce processus-là. On n'est pas exactement sur une opération de 12 hectares avec 120 logements en béton banché. Non, on est sur un projet qui est venu s'insérer sur une parcelle qui fait 700 mètres carrés, donc plutôt à proximité du centre-ville de Chambéry. Et c'était un lieu un peu spécifique puisque sur ce terrain, il y avait une vieille bâtisse qui a accueilli pendant des années les scouts de France. C'est ça, oui. Et donc l'association diocésaine qui avait ce terrain et cette maison en propriété, avec une maison qui était plus en mesure vraiment d'accueillir les enfants, qui avaient trouvé un autre site sur une autre commune de l'agglo, se demandait que faire de cette vieille bâtisse sur ce terrain. Voilà. Et donc à la fin, on a un programme. Et à la fin, on a un programme de 5 logements, plus des espaces partagés, dont une chambre d'amis, une chaufferie, et les extérieurs, tout un secteur de petits jardins potagers et un jardin qui est aussi modelé de manière spécifique pour traiter les eaux pluviales sur la parcelle. Donc on est bien sur une opération de promotion, au sens propre du terme, c'est-à-dire l'acquisition d'un terrain, le montage d'un projet, derrière qui a vocation à être vendu.
Mais pico-promotion, c'est ça? Oui, vu la taille du projet, on appelle ça de la pico-promotion, ouais, c'est Voilà, de la c'est-à-dire petite dentelle. une taille de projet sur lequel, en général, on croise pas vraiment des promoteurs. En tout cas, on a rarement ce niveau d'ingénierie. Voilà, ouais et donc nous, on a un peu été vers, cette approche de la pico-promotion parce que c'était déjà, notre capacité à aller sur cette échelle de projet, d'un point de vue, financier. Mais aussi parce qu'en tant qu'urbaniste et paysagiste, dans notre parcours professionnel, on sentait bien que tout le monde parlait de densification raisonnée, mais que finalement, trouver, la manière de faire ces petits projets, bien insérés dans l'urbain, c'était un challenge qui nous intéressait et effectivement, je pense qu'il y a pas beaucoup d'opérateurs qui vont sur cette échelle de projet. On va y revenir, mais c'est un peu le chaînon manquant entre la division d'un terrain pour faire une maison en plus et l'opération de 20 logements et plus, qui là est à la masse critique des opérateurs traditionnels de la promotion. Exactement, on est dans cette niche qui nous paraît être une niche, qualitative et qui permet de quand même créer une densification, puisque là, bon, il y avait une bâtisse qui aurait pu faire, 1 logement, peut-être 2 logements, mais qui était vraiment qu'on a essayé on en parlera sur la partie archi, mais on avait réfléchi à essayer de la garder au départ, mais pour des questions, structurelles, c'était pas possible. Hem En tout cas, voilà, c'était une manière de densifier sur la parcelle, mais de dire, comment on fait pour vivre en ville et en continuant notamment à avoir des espaces extérieurs de qualité. Et là, si vous voyez sur le terrain, il y a 2 arbres, qui étaient les 2 plus beaux arbres du terrain et on a fait le projet aussi, en tenant compte de ces arbres. Voilà pour Alors, on reviendra sur les apprentissages, pour le coup, sur la pico-promotion, est-ce que ça marche? Mais oui, il faut qu'on parle des arbres et du projet, Xavier, dans sa globalité. Toi, tu arrives à quel moment dans le... Alors moi, je suis arrivé assez tôt parce que Claire et Sarah, que je connaissais dans notre métier d'urbaniste commun avant, sont venus nous contacter alors qu'on n'avait même pas encore créé Kayak Architecture, on avait ça en germe. Et on est venu faire une première faisabilité au tout début, quand vous vous êtes intéressés au terrain, Claire et Sarah, pour voir quelle était la capacité du terrain. Et puis, chemin faisant, 1 an plus tard, elles sont revenues en disant: «Ça y est, on a à peu près un prix qui est ciblé avec le vendeur». Et alors à ce moment-là, on a travaillé un peu plus dans la dentelle parce que le plan local d'urbanisme imposait un petit peu le fait, dans ce type de terrain, de construire au centre du terrain avec des reculs par rapport aux voies publiques et aux voies. Et le fait qu'il y ait une bâtisse sur place qui était en front de rue. Alors au début, on a essayé de la conserver effectivement pour des raisons d'économie de la ressource, mais aussi d'implantation, ce qu'on n'a pas pu faire, mais on a pu garder quand même l'implantation parce qu'il y avait une petite ligne dans le PLU qui disait qu'on pouvait rester à l'alignement existant et ce qui a permis effectivement de conserver ces 2 arbres et d'avoir un terrain en fait assez spacieux, malgré la petite taille sur le papier du terrain, parce que le bâtiment est en front de rue et libère totalement le reste du terrain. Donc ça, c'était un petit peu le petit exercice d'urbanisme. Et puis après, l'idée qui germait, qui était sous-jacente du projet, c'était comment ce projet reste vivant et reste pas une promotion, on va dire un petit peu anonyme. Et l'idée de Claire et Sarah, c'était d'amener cette dimension d'habitat entre guillemets partagé, même si c'est pas le cas puisque c'était une opération de promotion. Et de là est venue cette idée de créer des espaces interstitiels pour amener la rencontre entre les personnes. Donc sur le terrain, on rentre d'abord par le terrain pour accéder ensuite au bâtiment. Et ce bâtiment, on y accède à travers un escalier extérieur qui a des paliers qui ont été dessinés un peu plus larges que ce qui est nécessaire pour qu'en fait chaque voisin, palier par palier, puisse en fait se rencontrer. C'est un travail sur le seuil entre l'habitat privé et l'espace public. Donc ce travail sur le seuil, c'est d'avoir ces interstices qui nous permettent de petit à petit de passer de notre cocon à de plus en plus d'urbanité, entre guillemets, en sortant à la fin dans la rue. Donc on rentre par le jardin, Oui. On parcourt et on traverse un jardin sur lequel on devine que chacun a ses habitudes, mais on n'a pas de limite. On n'a pas en tout cas de limite tracée sur une propriété de l'un ou de l'autre. Donc déjà un espace, si ce n'est partagé, en tout cas de rencontre. Oui. Et sans doute partagé. Et on a
Ce noyau de circulation qui est complètement ouvert, hein, mais qui Oui. crée des paliers entre 2 blocs de logements. C'est ça, 2 blocs de logement. Donc en fait, c'est comme si on avait posé 2 maisons, l'une à côté de l'autre, qui sont reliées par cet escalier, central. Ces 2 maisons ont des hauteurs différentes, des orientations de faîtage aussi différentes. Et ça, c'était pour reprendre une typologie qu'il y a, dans le quartier, dans le tissu urbain, que sont justement le vieux moulin qui est à côté. On a un petit îlot, juste derrière la barre des années 70, qui est aussi en toiture avec des enchevêtrements en fait de maisons. Et là, c'était de reprendre, ces différentes hauteurs, ces différentes, orientations de faîtage pour s'insérer entre les immeubles et les maisons avoisinantes et de venir, faire comme si le bâtiment avait toujours été là. Alors ce projet, j'en entends parler depuis assez longtemps. J'ai le souvenir qu'il y avait un travail justement sur la matérialité. Puisqu'il y a eu des constructions, il y a eu un travail aussi, Au sur niveau ces du réemploi, matériaux tout extraits, à fait. ouais. En fait, un de nos axes de travail chez Kayak Architecture, c'est de travailler sur le déjà là, et sur, l'insertion urbaine. Et en fait, on s'aperçoit que, quand on crée un nouveau projet, on crée forcément une rupture et peut-être même un traumatisme pour le voisinage. Donc de travailler sur le déjà là permet d'avoir une acceptabilité des projets qui est augmentée. Donc c'est pour ça qu'au début, on avait voulu garder au moins le sous-bassement du bâtiment, ce qui n'a pas été possible pour de multiples raisons, je ne m'étalerai pas. Mais en fait, en gardant l'implantation, en gardant les murs de clôture, en gardant des effets qu'on pourrait dire de ruines, entre guillemets, qui sont des anciens traces construites, on conserve quelque part l'histoire du lieu. Et on a travaillé sur du réemploi. Alors, il y a du réemploi qui n'est pas visible parce qu'en fait, on a des éléments qui sont des éléments de réemploi qui ont été remplacés, qui remplacent en fait des éléments neufs comme les dauphins fontes, comme on a eu une clôture, on a des choses comme ça qui ne se voient pas. Et on a travaillé sur un élément qui était les volets de cette maison scout, qui étaient des volets bariolés que l'on aperçoit sur la façade arrière, qui étaient bariolés aux couleurs des scouts. Et ça, moi qui suis du pays, je l'ai toujours vu. Et en fait, l'idée, ça a été de récupérer ces volets, de les récupérer, de les mettre sur la façade. Et c'est ce que j'appelle, on crée à ce moment-là une anecdote architecturale, parce qu'il n'y a rien de grandiose, c'est tout petit. Mais les voisins, les habitants, quand ils passent devant, ils disent « Oui, je me rappelle, c'est sympa d'avoir gardé ces volets parce que mes enfants ont fait partie. » Voilà. On travaille sur la mémoire, en fait, sur la mémoire des habitants. En termes de matériaux un petit peu plus ambitieux, le point le plus ambitieux, ça a été l'abri à voiture, qui est ici, puisqu'on a récupéré en fait des bois de charpente de l'ancienne bâtisse pour faire cet abri à voiture. Et vu que c'était un peu le première construction qu'on faisait en réemploi, on a vu avec Claire et Sarah comment faire pour que les entreprises adhèrent en fait au principe. Donc tout le monde a mis la main à la pâte, c'est-à-dire que Claire et Sarah et mon épouse, moi j'avais piscine ce jour-là, sont allés démonter descendre en fait, descendre les pannes de bois, les ont stockées proprement en bas, ce qui fait que le charpentier, quand il avait ce lot réemploi, il voyait déjà que les bois étaient démontés, posés, entreposés au sec, et du coup il a adhéré un peu plus au projet. Deuxièmement, on avait tout dessiné avec le bureau structure, cet abri à voiture, pour ne pas avoir à retravailler ces bois et qu'on garde les sections qui étaient imposées. Du coup, on avait inséré quelques morceaux de bois neufs pour pouvoir compléter effectivement et éviter la construction, la difficulté. Le chef de chantier du charpentier, quand il a vu le projet, il a dit à son conducteur de travaux, il a dit « Mais on pourrait aller plus loin, il reste encore des poutres, on va les retailler et on va tout faire pour que ça soit tout en réemploi. » Donc en fait, ils ont adhéré, ils ont mordu à l'hameçon et ils sont allés plus loin que ce qu'on on leur avait imposé. Et du coup, maintenant, je sais que eux, à chaque fois qu'on parle de réemploi, ils répondent au projet parce qu'ils se sont appropriés la construction. Et ça, je pense que c'est un des plus beaux souvenirs de ce projet, c'est de voir ce charpentier aller adhérer en fait à cette problématique de réemploi, là où au début, quand il a répondu, il y avait des warnings, il avait mis des prix, voilà. Donc ça, c'était vraiment assez sympa. Alors, appropriation par les voisins, tu le disais, Oui. hein, un réemploi qui sert aussi à faire un lien entre le passé et le futur du projet. Appropriation par les compagnons et les nouveaux occupants.
Les nouveaux occupants, du coup, c'est vrai que même s'il y a des espaces partagés, on n'est pas dans une démarche d'habitat participatif. Donc, il y a eu une mise en commercialisation en présentant le projet sur le fait que le jardin ne serait pas cloisonné, que chacun aurait éventuellement aurait une lanière potagère dans son lot. Mais voilà, en présentant le projet, et en fait, on a eu, je crois, au total 200 contacts sur une commercialisation qui s'est faite en 3 mois pour ces 5 logements. Donc, dans son contact, puis nous, on communique avec les moyens de notre structure, donc c'est quand même Vous avez votre c'est service le Bon marketing, Coin, une les bâche. affichages 4x3, Voilà, etc. c'est ça. Ouais. Nous, on travaille beaucoup avec Deco Ouais. et avec la boulangerie du quartier, qui est très réputée pour ses baguettes, la baguette de Mérande. Et notamment, on avait déposé des flyers et c'est quand même sur 2 des 5 appartements, c'est par la boulangerie ou la bâche sur le quartier qu'on a rencontré les futurs habitants. Donc, c'est des gens qui sont pas des militants du tout de l'habitat participatif, c'est pas ce chemin-là, mais c'est des gens qui ont été prêts, qui étaient dans une recherche de logement, qui avaient envie de cette question de habiter en ville avec un jardin, notamment une famille de Lyonnais qui venait s'installer dans le coin. Et surtout qui étaient prêts à ce bon sens de la mutualisation. Parce qu'en fait, on leur demande... nous, on structure une copropriété, on écrit le règlement, on fait le syndic provisoire tant qu'on livre et on les incite à devenir syndic bénévole. Mais en fait, l'idée, c'est pas qu'ils deviennent les plus grands copains du monde, c'est juste qu'ils soient dans des voisins en mesure de partager un commun. Avec un projet architectural qui est quand même Qui transparent est sur une totalement, logique de partage, etc. Enfin, il y a une forme, pas d'exigence, mais en oui. tout cas, il fait plus que suggérer la rencontre. C'est fait, le cadre est fait pour, mais c'est-à-dire qu'on respecte les vis-à-vis, on fait attention à ça pour que chacun puisse avoir sa place. On voit que le jardin n'est pas du tout cloisonné, mais par exemple, sur ce logement qui est au rez-de-chaussée, on a ce qu'on appelle une bande de jouissance exclusive. C'est-à-dire que ça appartient bien à la copropriété, mais il y a 2 mètres qui font que, si cette personne, elle veut décider de planter un romarin et 5 framboisiers, c'est son espace, c'est son espace. Parce que c'est une manière aussi de dire que voilà, c'est pas, on vient pas s'installer chez elle pour boire, sauf si elle vous invite, mais sinon, voilà, on se pose pas devant sa baie vitrée comme ça. Voilà. Non, mais donc on a un chemin intermédiaire entre l'habitat participatif et en tout cas des formes de mutualisation. On crée un cadre de bon voisinage Ouais. et a priori, ça marche bien puisqu'on a eu des échos de quelqu'un qui me disait: «Ah mais c'est super, j'ai été invité dans la colocation, la coloc des petits paliers». Parce que je crois qu'ils font, ils font des soirées, des fois ensemble. Donc il y a une chambre d'amis aussi qui permet d'accueillir et puis nous dans les éléments, c'est-à-dire qu'ils ne se rencontrent pas avant la livraison des logements. Finalement, le moment de rencontre, c'est le moment où, nous, on donne les clés et on livre les logements et on fait cette première AG de copropriété. Mais avant ça, il y a un point où, et on l'a fait sur d'autres projets, c'est, le chantier collectif pour, la plantation. Alors là, il y avait 2 arbres, mais on a aussi, planté, une quarantaine d'arbustes qui vont faire, la haie. Et donc ça, c'est un chantier qu'on a organisé, tous ensemble. Donc on leur soumet le plan de plantation, on leur demande s'ils ont des envies, et après on se retrouve tous, pour un temps de chantier collectif. Donc, c'est intéressant de voir qu'il y a une forme aussi de processus, qui est une forme de juste milieu entre une hyper-participation sur lequel on va avoir des futurs occupants qui, pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, vont travailler sur le projet jusqu'à en épuiser certains, etc. On sait que c'est des processus exigeants, notamment parce que longs. Là, c'est pas le cas, pour autant, mais vous scénarisez une forme de rencontre, quoi. Voilà, c'est, en fait, c'est vraiment on n'est pas du tout, c'est pas une concurrence, aux groupes qui sont en mesure de se constituer pour faire des projets, d'habitat participatif. C'est juste un autre chemin pour permettre aussi à d'autres personnes, d'accéder à ce type de projet où on met juste, le bon sens fait qu'on met en commun, une buanderie, une chaufferie. Parce que donc aussi ici, il y a un élément qui fait qu'ils travaillent beaucoup en commun, c'est qu'il y a une chaufferie bois, granulée, qui fait que, ils comptent leur énergie et ils transmettent leur énergie. Et donc il y a aussi ils ont à partager, ça, au sein de la copro. Alors, si on rentre un peu dans le détail, tu disais aussi qu'il y a une chambre d'amis. Oui. C'est quoi les éléments de mutualisation et quel est
Quels sont les modes de gestion finalement dans la copro, le mode de formalisation? Alors ça, c'est quelque chose qu'on a déjà mis en place sur, nos 2 autres projets. C'est très simple, hein, c'est un tableau, partagé et il y a, alors c'est quelque chose qu'on n'a pas, annexé au règlement de copro. C'est vraiment un document à part, histoire qu'ils puissent le faire évoluer parce qu'il y a un coût de nuitée qu'on a estimé avec, les charges. Mais en gros, ils réservent. Si jamais, c'est libre, c'est libre. Si c'est pas libre, bah, celui qui avait pas réservé avant, il est prioritaire pour réserver, mais globalement, ça se gère bien, avec les outils, collaboratifs qui existent maintenant et chacun en charge, de remettre, le lieu, propre comme il l'a trouvé. Et on a eu un retour des habitants, il est bien utilisé et en plus ça permet, d'avoir un accès PMR, avec une petite salle de bain, une entrée indépendante pour pouvoir accueillir des fois des personnes qui peuvent avoir du mal à gérer, trop, les montées-descentes d'escalier. Alors sauf erreur, c'est le 1er, projet que vous menez à bien, dans ce cadre de Pico Promotion? Non, c'est Non, une c'est le erreur? 3e. C'est le 3e, d'accord, donc il a été long en fait, par rapport à d'autres, je sais pas? Enfin en tout cas, Non, en qu'est-ce fait, qu'on on a créé Oberkaï en ouais, 2017, et on a fait un premier projet à Oulin qui s'appelle la Valbonne, de 4 logements, pareil, avec des espaces partagés, un peu sur le même principe, sauf qu'on était sur une division parcellaire. Ensuite, on a fait un autre projet à Barbera sur, la Glos-Chambéry aussi, où on a fait alors là, un projet qui justement permettait d'éviter une division parcellaire et donc on est reparti d'une maison existante qu'on a agrandie et on a créé de 1, on est passé à 4 logements avec pareil, chambre d'amis, chaufferie bois collective, avec une, une chaudière Ocophone, je cite la marque. Certains se reconnaîtront. Et après une buanderie aussi. Et donc ce projet, qui est une division parcellaire puisqu'en fait c'était le terrain, qui appartenait à la propriété d'à côté. Et donc ça, c'est important aussi, je reviens là-dessus parce qu'en fait, on parlait du voisinage, donc la très bonne acceptation, du voisinage. Ils ont suivi tout en face, là, dans la copro, ils ont suivi tout le chantier, ils nous ont fait des photos tous les jours, ils avaient qu'une envie, c'était de venir visiter quand c'était fini. Et on leur a dit qu'on ne visiterait pas l'intérieur des logements, que ce serait à eux de rencontrer les gens pour se faire inviter. Mais en fait, on a quand même pris le temps de boire un coup avec eux, dehors. Et à côté, donc ils étaient très intéressés au projet et on leur a soumis et c'est vrai qu'on a aussi réglé on n'est pas sur le max de la constructibilité qu'on pouvait faire, parce que, c'était aussi le regard qu'ils avaient sur ce projet. Ils étaient OK pour le vendre, OK pour qu'il y ait une densification, mais il fallait trouver le juste curseur avec eux. Alors la Pico Promotion, qu'est-ce qu'on en apprend de ces expériences-là? Qu'est-ce qui marche pas? Qu'est-ce que vous referiez pas? Vous en êtes où là-dessus? C'est quoi les difficultés, de ce type d'échelle de projet? On comprend bien, l'importance d'avoir une ingénierie de projet. En plus, vous poussez sur cette ingénierie du partage, avec un parti pris, très bien, mais ça peut passer à l'échelle tout ça? Ou est-ce que vous allez vous transformer à chaque fois en menuisier, en jardinier, et cetera? Il y a pas de saut-métier et à la rigueur, ça peut faire partie aussi des plaisirs qu'on a nous quand on travaille là-dessus, de savoir, faire certaines choses. Alors une des choses qui fait que, on a réussi à faire ces opérations, c'est qu'on est une petite structure et que, on est multitâches. C'est-à-dire qu'on fait notre com, on fait les études préalables, on fait, certains tests, pour voir, la perméabilité des sols, c'est quand même pas très compliqué. On gère, l'aménagement des espaces paysagers, faire des plantations, c'est pas un problème. On le fait en partenariat avec des entreprises. Donc je pense que cette question de la petite échelle de la structure, elle est nécessaire pour limiter, les coûts. Il y a aussi, le fait de voir en fait dans quel contexte ça marche. Ça marche finalement aussi beaucoup quand le vendeur est intéressé à ce qui va se passer sur la parcelle. Parce que du coup, c'est là aussi on peut, parler, de prix du foncier. C'est, dans une certaine mesure, mais en tout cas, c'est ce qui permet, de trouver l'équilibre de l'opération. Et puis après, sur la partie, financière, c'est, de aussi, accepter de se rémunérer sur la marge et de pas faire et marge et ligne, d'honoraires pour un promoteur. Donc voilà, c'est on est sur des opérations qui sont à l'équilibre et on se rémunère, enfin on se rémunère sur la marge, et ça nous permet de refaire, d'autres projets. Mais la limite, elle est là, c'est la force de frappe et la démultiplication des projets. Nous, à notre échelle, on peut pas porter, on peut porter 1 à 2 projets par an.
Oui, donc faisable, mais avec une légèreté de structure, une forme de sobriété finalement aussi dans l'organisation, et puis une forme de rentabilité limitée. En tout cas, pas une recherche... Voilà. Surtout qu'on ne cherche pas à maximiser la constructibilité, on cherche à trouver la bonne dose de densité sur un terrain. Ouais, et on retiendra ça, hein, c'est garder finalement le voisin, enfin, le fait que le voisin soit le vendeur, ou que le vendeur devienne voisin, c'est aussi un facteur de discussion plus avancée sur le projet qui peut avoir un impact sur le prix. En tout cas, ça sur 2 des 3 projets, ça a joué. Sur 2 des 3 projets qu'on a fait actuellement, ça a joué, pas sur le 3e qui était quelqu'un qui vendait. Et par contre, depuis, ça nous arrivait de faire des faisabilités avec des gens qui disent: «Ah mais c'est super ce que vous faites, j'adore», et puis en fait, au moment où il faut parler prix, et qu'il y a ça, ou que quelqu'un fait une offre beaucoup plus et que c'est pour, faire un projet qui va tartiner la parcelle, les belles valeurs, s'envolent face à l'appât du gain. Mais en tout cas, oui, voilà, c'est sûr, quand il y a notamment des familles qui vendent des biens, ça peut jouer. Mais donc on n'a pas qu'une question d'échelle intermédiaire de projet, il y a aussi un parti pris sur ces projets-là. La densification qui est peut-être plus attentive à ce qui se passe autour de la parcelle, et un peu moins attentive à l'optimisation, ou en tout cas au fait de bourrer la parcelle, quoi. Ouais. Après, ça veut dire aussi que nous, on n'a pas une force de frappe, on ne fait pas les chroniques nécrologiques pour faire la recherche de foncier, on marche que par réseau. Par exemple, typiquement ici, c'est des gens qui avaient eu vent du projet qu'on avait fait à Lyon qui nous ont contactés. Donc par réseau, et puis maintenant, beaucoup aussi par les communes, en fait, qui sont intéressées justement par cette approche en densification, on va dire, à juste dose et qualitative, pour des projets qualitatifs. Vu que vous n'avez pas manifestement avec 2, on va dire 3 projets par an, à terme, 4 peut-être, vous n'avez pas l'ambition d'être les Award Company, l'émergence de sociétés de pico-promotion sur la base de votre modèle n'est pas un problème. Vous avez un conseil à donner à celles et ceux qui ont envie de se lancer? Le truc que vous avez fait et qu'il faudrait vraiment éviter de faire? Non, je pense que alors on est contacté régulièrement par des gens qui tournent, qui réfléchissent à ça. Mais quel conseil on pourrait... Non, je pense qu'il faut être... mais ça, je pense que c'est lié à tous les métiers de la construction. En fait, c'est vraiment un parcours d'obstacles. Et il faut être résistant. Et il faut être... oui, c'est ça, il faut être résistant, il faut pouvoir s'adapter et croire à l'objectif. Mais une fois que c'est posé, qu'il y a quand même une maquette qui tient la route, ça tient. Bref, allez-y, mais il faut être entreprenant. Mais on a besoin d'acteurs qui travaillent sur cette échelle-là. Vous aviez peut-être, toi aussi, peut-être depuis les suites de ce que vous faites chez Kayak Architecture, etc. En quoi c'était le prototype de quoi, en fait, ça, pour toi, pour vous? C'était le prototype justement de l'insertion urbaine que j'estime modestement réussie. Parce que justement, mais grâce à un maître d'ouvrage motivé et qui a quand même une sensibilité urbaine et paysagère qui fait qu'on parlait le même langage. Exemple, quand on parlait de quelle est la différence avec un habitat partagé, je crois que si c'était un habitat partagé, je crois qu'on n'aurait pas réussi à faire le projet en front de rue. Parce que tout le monde aurait voulu se mettre à l'écart de la rue. Et le fait que Claire et Sarah avaient cette sensibilité-là, pour elles, c'était pas un problème. Elles disaient, mais non, mais dans les villes, il existe des maisons ou des appartements qui donnent sur la rue. Et en fait, c'est ça qui fait qu'on a les 2 arbres, c'est ça qui fait qu'on a un beau jardin sur une toute petite parcelle. Et moi, c'est ce qui m'a intéressé en tant qu'urbaniste, c'est de dire, mais là, on crée quelque chose qui va s'insérer parfaitement dans le quartier. Et moi qui habite le quartier, alors Kayak Architecture, on fait du projet local, mais celui-là, il est à 250 mètres de notre bureau, donc c'est le plus local. Ça facilite les suivis de en vélo. Travaux. Mais du coup, celui-là, je passe tous les jours devant, fier de l'insertion, en fait. Voilà. Et ça nécessite en effet un maître d'ouvrage professionnel qui éventuellement n'habite pas là, justement, ou se projette pas là-dessus, sans doute attaché quand même au lieu. Oui, c'est ça. D'ailleurs, c'était un peu le projet de Kayak Architecture. C'est que moi, je faisais partie effectivement d'un grand groupe d'architecture où je travaillais dans la France entière pour ma part.
Et je me disais, mais je vois pas vivre mes bâtiments, je vois pas le retour, je vois pas ce qui marche, je vois pas ce qui marche pas. Et Kayak Architecture, nous, c'est que de l'extra local. Donc, on va d'Annecy jusqu'à Grenoble. Et c'est pour ça aussi qu'on veut ça. Bon, il y a le côté environnemental, mais il y a surtout le côté apprendre de ce qu'on a fait et voir comment cela vieillit et les défauts, les qualités de l'espace, en fait. Bon, bah écoutez, merci à tous les deux. On mettra sur les commentaires du podcast des liens de façon à ce que les auditeurs puissent voir des images. Hein. Un projet architectural, ça se regarde aussi, ça se visite alors de l'extérieur, hein, mais ça se voit de l'extérieur. Et dans le cas de celui-là, ça vaut le coup en effet de jeter un œil. Merci beaucoup. Merci. Merci.